Dans ce journal, le chef du gouvernement burkinabé plaide en faveur du plan national de développement économique et social auprès de la Banque mondiale. À Washington, Paul Kabatieba a également pris les nouvelles du dossier de candidature du Burkina Faso à un deuxième compact. Un constat dans ce journal, des chantiers de construction des centres de formation professionnelle de Dano et de Bapla sont à l'abandon et cela date d'un moment déjà. Pourquoi l'arrêt des travaux? La réponse à suivre. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina de l'Appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, direction Washington donc, où en marge de la rencontre annuelle des institutions de Bretton Woods, le Premier ministre Paul Kabatieba poursuit sa mission de plaidoyer en faveur du plan national de développement économique et social du Burkina Faso. Le chef du gouvernement burkinabé a rencontré le président de la Banque mondiale. Ce dernier a donné assurance quant à l'adhésion de son institution au PNDS et à la réussite de la table ronde des bailleurs de fonds en décembre prochain à Paris. Nous suivons tout cela avec nos envoyés spéciaux à Washington, Jean-Emmanuel Ouedraogo, Arthur Ouedraogo. Ici, au siège de la Banque mondiale à Washington, Paul Kabatieba est face au président du groupe, Jim Yong Kim, et son staff pour parler de la table ronde des bailleurs de fonds prévue les 7 et 8 décembre prochains à Paris. Le Premier ministre expose les priorités du plan national de développement économique et social, développement du capital humain, énergie, infrastructure, compétitivité de l'économie ou productivité agricole. Sur tous ces points, les analyses des deux parties convergent. La Banque mondiale nous a rassurés sur son engagement à nous soutenir pour réaliser donc ce plan national de développement parce qu'il trouve que c'est un programme qui est pertinent. C'est un programme qui est adapté aux besoins de l'économie burkinabé. Et si la Banque mondiale s'engage à nous soutenir, c'est la garantie également que les autres partenaires techniques et financiers vont également le faire. Non seulement la Banque centrale, la Banque mondiale va nous apporter son appui financier, mais elle va également faire un plaidoyer auprès des autres partenaires techniques et financiers afin qu'eux aussi s'engagent aux côtés de la Banque mondiale et du Fonds pour aider le Burkina Faso à financer son plan national de développement économique et social. Ça, c'est vraiment un engagement très fort. Paris, c'est le rendez-vous de tous les enjeux pour le PNDS. La Banque mondiale, en tant que chef de file des partenaires, est au cœur de la préparation de cette rencontre. Nous pensons que les choses sont très bien engagées. Nous avons eu le président de la Banque mondiale a rencontré le Premier ministre, le ministre des Finances et la délégation burkinabé. Ils ont fait un tour d'horizon de la situation au Burkina en réitérant vraiment le soutien de la Banque mondiale au programme de développement et surtout les orientations, les priorités qui ont été définies dans le domaine de l'énergie, de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi des jeunes et du développement agricole. Ce que nous souhaiterions, c'est vraiment montrer au secteur privé international toutes les opportunités d'investissement qu'il y a au Burkina dans les domaines que j'ai cités tantôt. Des détails de l'organisation de cette table ronde restent à finaliser, mais de part et d'autre, on affiche confiance et optimisme. Paul Kabatieba à Washington a également pris des nouvelles de la candidature du Burkina Faso à un deuxième compact. Le chef du gouvernement a eu un entretien avec la vice-présidente du département politique et évaluation du Millennium Challenge Corporation à cet effet, occasion de plaider en faveur du Burkina Faso. C'est en décembre prochain que les pays bénéficiaires seront connus. Nous suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Washington, Arthur Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Un deuxième compact pour le Burkina Faso. C'est un enjeu majeur de développement. Ici au siège du Millennium Challenge Corporation à Washington, Paul Kabatieba prend connaissance des critères clés et veut se rassurer de la solidité du dossier du Burkina. Je voulais voir avec la délégation du MCC où est-ce que se situe le Burkina Faso du point de vue des critères objectifs. Alors, il ressort que le Burkina Faso remplit la plupart des critères qui sont retenus pour être qualifié pour le MCC. Alors, les points sur lesquels nous avons encore des efforts à réaliser, alors nous avons passé en revue. J'en ai profité pour donner des précisions sur les réformes qui sont en cours,
qui permettront donc au Burkina Faso donc, de remplir complètement ou partiellement ces critères-là également, de satisfaire totalement ou partiellement ces critères également. Je pense que ça a été utile pour la compréhension donc, de nos partenaires donc, du MCC. Et nous avons convenu également que lorsque la prochaine évaluation donc, des critères sortirait fin octobre, que le MCC nous en informerait. La décision du MCC est attendue en décembre prochain. Plusieurs pays sont en lice, mais le dossier du Burkina ne manque pas d'atouts. Donc nous avons pu bien discuter sur les critères que le conseil d'administration prendra en considération en décembre de cette année. D'abord sur le scorecard de la fiche d'évaluation du MCC, spécifiquement dans les 3 catégories de la bonne gouvernance, l'économie et l'investissement dans les peuples, et aussi de bien discuter comment est-ce que les investissements du premier compact sont la durabilité, et finalement aussi les réformes politiques du gouvernement. Le Premier ministre a apporté des informations supplémentaires et rappelé la détermination de son gouvernement à inscrire le Burkina Faso dans la dynamique d'un développement durable et inclusif, respectueux des obligations de bonne gouvernance. L'obtention de ce deuxième compact serait donc un grand coup de pouce. Retour au Burkina Faso où Éric Thiem Touré prend les rênes de l'association des régions du Burkina. Il a été désigné par ses pairs à l'issue du 3e congrès ordinaire de l'ARFBF à Ouagadougou. Des recommandations ont été formulées pour un plus grand rayonnement de l'association. Les principales conclusions des travaux avec Nongba Kouda et Omar Zombré. Au nombre de 39, les membres de l'Association des régions du Burkina, ARBF, ont la lourde responsabilité de relever les défis du développement dans les 13 régions du Burkina avec leurs populations respectives pour les 5 prochaines années. Vous avez regardé la composition du bureau à tout point de vue à la matière, donc les défis seront relevés. Les actions prioritaires, c'est d'abord de pallier à ce gap qui a été créé par la léthargie qu'a connue la RBF pendant 1 an et demi suite à la dissolution de la RBF, notamment aller encore à la recherche des partenaires techniques et financiers, les rassurer, parce que vous savez, chaque région a ses projets qui sont dans les tiroirs, donc il faut réveiller encore ces projets-là et aller rassurer les partenaires techniques et financiers. Le deuxième vice-président de l'ARBF, Bamouroukou Marcel Da, revient sur les priorités des conseils régionaux et particulièrement celles de la région du Sud-Ouest. Nous ne pouvons pas parvenir au développement de notre région-là sans effectivement une vision qui est de prioriser les infrastructures, une vision multidimensionnelle à notre sens, qui est cette fameuse roue qui nous permet de prendre en compte que le développement se fera en passant donc par une voie développée avec plusieurs axes. Les recommandations des congressistes ont porté sur la consécration dans la nouvelle constitution du Haut Conseil des collectivités territoriales comme une institution en charge de la décentralisation du Burkina Faso. La définition dans le nouveau Code général des collectivités territoriales des compétences exclusives aux régions et aux communes. Autre point de l'actualité, les changements climatiques qui annihilent les efforts de développement durable. La résilience au risque doit être placée comme une priorité nationale selon l'Alliance technique d'assistance et de développement. Un projet de renforcement des capacités des acteurs pour un meilleur accompagnement des populations est financé dans l'Oudalan par l'ONG Diakonia qui soutient les populations vulnérables. Des précisions avec Adama Guiti et Yolande Lompo. De par leur action, les catastrophes naturelles et les changements climatiques remettent en question les progrès réalisés en matière de développement. Ces acteurs et leurs partenaires intervenant dans la résilience veulent fédérer leur expérience pour un meilleur accompagnement des communautés. Cette année, nous avons environ 55 000 personnes qui ont été affectées. Et chaque année, avec la récurrence de ces catastrophes, notamment les inondations, il y a la nécessité non seulement de l'action du gouvernement, mais il y a aussi la nécessité de renforcer les capacités de nos communautés à pouvoir faire face aux différentes catastrophes. Financé par l'ONG suédoise Diakonia et piloté par l'Alliance technique d'assistance au développement ATAD, ce projet a aussi pour objectif
d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages. Nous allons poursuivre l'interpellation permanente pour que les paysans, les communautés qui sont les plus affectées puissent être toujours prêts à réagir quand il y a une catastrophe. De cette rencontre, il est attendu des propositions concrètes à même de favoriser l'intégration de la réduction des risques de catastrophes dans les politiques publiques. L'ONG catholique Relief Service, elle partage les bonnes pratiques de promotion de l'assainissement familial. Objectif à atteindre, un ménage, une latrine. Un atelier d'échange de bonnes expériences a lieu à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo, Nathalie Savadogo Nabaloum. Sous les projecteurs, la question de l'assainissement familial au Burkina Faso. Une question qui préoccupe Catholique Relief Service, qui a investi plus de 800 millions de francs CFA dans le secteur de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Pour le cas spécifique de l'assainissement, environ 300 millions ont été injectés pour faciliter l'accès des populations de la Komandjari, de la Nyanya, le Namentenga et le Bam à des latrines familiales. Nous espérons qu'à l'issue de cet atelier, il y aura beaucoup d'échanges d'expériences, beaucoup d'échanges de meilleures pratiques et ça va nous aider à trouver les meilleures approches, les meilleurs modèles de comment nous pouvons aider à ce que le Burkina aille à 100% à un jour, d'ici 2030 je crois, donc pour l'assainissement familial dans toutes les familles. Avec un taux d'assainissement de 18% en 2015, le Burkina Faso est loin d'atteindre l'objectif national d'un accès universel à l'assainissement d'ici 2030. Et cet atelier du CRS offre une opportunité aux acteurs de partager leurs actions de bonne pratique dans le domaine de l'assainissement familial. Infrastructure inachevée, travaux à l'arrêt depuis un moment, c'est un spectacle de désolation qu'offre le site de construction des centres de formation professionnelle qui étaient destinés à former des jeunes en agriculture, en élevage et autres maçonneries et menuiseries, cela à Dano et à Bapla. Que se passe-t-il donc sur les chantiers de ces structures? La réponse dans ce dossier que nous proposent Oumarou Sagnon et Draman Kabouri. À Dano, dans le Yoba, c'est un centre dont les portes restent hermétiquement fermées et l'entreprise commise à la tâche est portée disparue. Les travaux ont commencé, ça vaut maintenant 3 ou 4 ans. Et jusqu'à présent, bon, nous sommes dans l'attente. On a l'impression que c'est terminé, mais les portes sont toujours fermées. Contrairement au centre de formation professionnelle de Dano, dont la construction demeure inachevée, celui de Bapla dans la Bougriba est fonctionnel depuis 2002. Aucun bâtiment n'est viable. Tout ce que les gens ont fait, tôler à moitié, le vent a fini d'arracher toutes les tôles. Vous avez tout ce qui est les fermes, vraiment beaucoup d'initiatives, mais rien aujourd'hui n'a achevé. Jusque dans l'aménagement, puisque c'est un centre aussi à vocation rurale, dans l'aménagement même des bas-fonds, rien n'a été fait. Le centre de formation professionnelle de Bapla a connu le passage de 6 promotions depuis sa création. 3 professionnels de sa toute première promotion se sont associés pour ouvrir leur atelier de couture. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas mal, c'est bon, mais ils n'ont qu'à redoubler d'efforts. Par exemple, au niveau des logements, ils n'ont qu'à aménager les bâtiments pour que nos serres qui sont derrière nous, quand ils vont venir, ils n'ont qu'à bien, en tout cas, terminer la formation. Ce centre-là, bien équipé, mieux structuré, permet à ces jeunes-là d'apprendre un métier et de pouvoir s'en sortir dans la vie. Vraiment, je souhaite que les autorités fassent du mieux qu'elles peuvent pour finir, achever les infrastructures de ce centre-là. Les centres de formation professionnelle des jeunes ruraux de Bapla, tout comme celui de Dano, sont destinés à former les jeunes ruraux en menuiserie bois, en menuiserie métallique, à la maçonnerie, à la coupe-couture, à l'élevage et l'agriculture, ainsi qu'au maraîchage. À Ouagadougou, le projet Celle qui veille partage avec le public la longue marche des femmes pour l'égalité des droits.
La conférence animée au Carrefour international de théâtre de Ouagadougou entre dans le cadre des activités de ce projet Konsoun Koulibaly Oumoussissé. La longue marche des femmes pour l'égalité des droits. C'est le thème central de cette conférence publique initiée par le projet Celle qui veuille. Une conférence qui réunit journalistes et acteurs du théâtre pour discuter de la situation toujours difficile des femmes. Au Burkina, comme d'ailleurs dans plusieurs pays en Afrique ou ailleurs, il y a les textes qui sont souvent vraiment bien faits, qui sont égalitaires, qui énoncent des principes d'égalité de droits entre hommes et femmes, entre filles et garçons, etc. Et puis, il y a la pratique. Il y a quotidiennement ce que les femmes vivent. Et il y a parfois comme un hiatus entre les deux. C'est-à-dire les textes semblent bien. Et puis, au niveau donc de la pratique quotidienne, souvent, on voit que ces textes-là ne sont pas effectifs, que les comportements, les idées, les paroles, etc., ne sont pas toujours en concordance avec ce que prévoient les textes. Violence, exploitation et misère sont entre autres le quotidien de nombreuses femmes à travers le monde. Et pour le projet Celle qui veuille, le chemin vers l'égalité des genres est toujours long. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'en tant qu'artistes, nous pouvons aussi nous inspirer des aînés, tels que Monique Iliboudo, avoir des connaissances pour apporter sur la scène, travailler théâtralement et pouvoir sortir une restitution qui serait une première étape pour Burkina Faso. Le projet Celle qui veuille est le fruit d'une collaboration entre le Burkina Faso, Haïti et la Belgique. Une soirée théâtrale sera organisée dans les prochains jours, toujours pour faire entendre le cri de cœur des femmes à travers le monde. Un mot de l'actualité internationale, Juan Manuel Santos est le prix Nobel de la paix 2016. Le comité Nobel a salué l'action du président colombien que vous voyez ici en image pour la paix après l'accord historique conclu avec la guérilla marxiste des FARC. Un accord qui doit mettre fin à un conflit meurtrier qui dure depuis près de 50 ans. C'est donc une récompense qui doit être vue comme un hommage au peuple colombien qui, malgré de multiples privations et abus, n'a pas perdu l'espoir en une paix juste. Et l'une des raisons de ce prix Nobel, c'est pour maintenir les pourparlers. Le prix Nobel assure que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Les quotidiens de ce jour au Burkina Faso traitent de la sanction infligée par l'ARCEP à l'ONATEL et de l'appel de l'opposition au recueillement au Gabon. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiri. L'ONATEL SA condamné à payer 5 milliards de francs CFA, c'est l'information principale à lire dans les parutions de ce jour. Une sanction de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications et des postes, qui enjoint l'ONATEL à payer 5 milliards de francs CFA et cela dans un délai de 15 jours calendaires à compter du 5 octobre, rapporte le pays. Une sanction infligée à cause du non-respect du cahier de charges, poursuit ce journal. Ces manquements de l'ONATEL sont une répétition sans qu'aucune notification de défaillance ne soit faite à l'ARCEP et en plus de multiples tentatives de contacter l'ONATEL par l'ARCEP afin que des solutions urgentes soient trouvées aux défaillances constatées sont restées vaines, rapporte le journal Le Quotidien. Les regards des journaux se sont encore tournés vers le Gabon. L'opposition a initié une journée de recueillement et a demandé aux Gabonais de ne pas aller travailler et de rester chez eux ce jeudi 6 octobre pour rendre hommage aux victimes de la crise post-électorale, écrit l'observateur Palga, qui affirme « c'est un risque politique que Jean-Ping prend, un risque que le pays qualifie de ballon de sonde ». À cet appel, poursuit ce journal, une réponse musclée du régime Ali Bongo. Le pays en donne la preuve. Dans une note administrative adressée aux responsables de ces services, le maire de Port-Gentil leur intimait l'ordre de dresser pour la journée du jeudi une liste de présence des agents municipaux. Peine perdue selon ce journal qui rappelle cette sagesse africaine. L'on peut forcer les abeilles à entrer dans la ruche, mais pas à faire du miel. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.